Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les décès liés au coronavirus se multiplient depuis la découverte des variants brésiliens et anglais sur le territoire national. Entre-temps, aucune disposition spéciale n'a été adoptée afin d'empêcher la propagation du virus dans les transports en commun. La délégation de l'OEA a mis fin jeudi à sa mission en Haïti. Les diplomates se donnent 2 semaines pour examiner leurs contributions et soumettre leur rapport au président du Conseil permanent de l'organisation hémisphérique. Un homme présenté comme un chauffeur d'autobus a été tué par balle ce vendredi dans la zone de Martissan, où les affrontements entre gangs rivaux se poursuivent depuis plusieurs semaines. La mission de l'Organisation des États américains, qui a rencontré pendant 3 jours une 50aine d'hommes politiques et de membres de la société civile en Haïti, se donne 2 semaines pour examiner leurs contributions et soumettre son rapport au président du Conseil permanent, accompagné de ses constatations, conclusions et recommandations. Dans sa déclaration de fin de mission rendue publique jeudi soir, la délégation explique que les rencontres effectuées lui ont permis d'échanger sur les défis auxquels fait face Haïti. À chaque réunion, les membres de la mission ont notamment demandé à chacun un engagement en faveur de la tenue d'élections législatives et présidentielles libres et équitables en 2021. La mission de bons offices de l'OEA est arrivée à Port-au-Prince le 8 juin dernier pour une visite de 3 jours. Elle a rencontré à 2 reprises le président Jovenel Moïse, à savoir mardi et jeudi. Composée des représentants permanents du Canada, du Costa Rica, de l'Équateur, de Saint-Vincent et Grenadines et des États-Unis, elle avait pour objectif de faciliter un dialogue susceptible de conduire à des élections libres et équitables. Le président du parti haïtien Tête-Calais PHTK, Liné Balthazar, juge que les rencontres des différents acteurs politiques avec la mission de l'OEA pendant 3 jours n'ont pas fait évoluer les positions. Il rappelle que la délégation de l'organisation régionale n'avait qu'une mission d'évaluation et de collecte d'informations. Par ailleurs, il révèle que les diplomates se sont positionnés en faveur d'une solution haïtienne à la crise. Des citoyens de Martissan continuent de braver le danger pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Certains n'ont toujours pas pu regagner leur maison et bien d'autres envisagent de quitter la zone où des tirs nourris sont entendus à longueur de journée. Un chauffeur de bus a été tué ce vendredi. Des résidents de cette zone demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités afin de ramener le calme dans ce secteur. Plus d'explications dans ce papier de Rudolf Pierre-Louis. Depuis le début du mois de juin, les habitants de l'entrée sud de la capitale vivent un calvaire en raison des affrontements entre bandes rivales. La circulation est interrompue. Les groupes armés sont maîtres du terrain. Chaque jour, des innocents tombent sous les balles des bandits. Les activités, quelle que soit leur nature, sont paralysées. Au moins 4 départements sont coupés de la capitale et dans la mesure où les produits pétroliers sont stockés dans cette zone, ils risquent de manquer sur le marché, craignent certains automobilistes. Il y a à peu près 1 semaine, le Conseil supérieur de la police nationale a daigné réagir. En effet, à l'issue de 3 rencontres, le Premier ministre Haïti Claude Joseph a affirmé que la PNH et les forces armées d'Haïti occupaient la zone. Je me suis rendu sur les lieux, a-t-il déclaré, en tentant de rassurer la population. Pourtant, selon les témoignages des victimes, l'accueil n'a pas été amical. Jouant la carte de la prudence et voulant être rassurant, le Premier ministre Haïti a tenté de faire croire aux citoyens que tout est sous contrôle. Si Claude Joseph s'est exprimé pendant une bonne trentaine de minutes, le directeur général AI de la PNH s'est montré plus bref et ses déclarations sont allées dans le sens contraire.
Léon Charles a laissé entendre que des hommes armés avaient l'intention d'attaquer d'autres postes de police. Visiblement, entre le chef du CSPN et le chef de la police, les violons ne s'accordent pas. Un constat qui a inquiété bon nombre de citoyens qui s'en sont donnés à cœur joie sur les réseaux sociaux après ce point de presse. Entre-temps, la situation n'a pas évolué. Des tirs sont entendus à longueur de journée et un chauffeur de bus a été tué par balle ce vendredi matin. Des innocents sont toujours réfugiés sur la place de Fontamara. Des voix s'élèvent pour exiger qu'on leur porte secours, mais de leur côté, ils ne réclament que la liberté de circuler et de rentrer chez eux. Ceux qui ont la possibilité envisagent de quitter la zone et d'autres continuent de dormir à la belle étoile. C'est dans ce contexte que, 5 jours après son intervention qui a enflammé les réseaux sociaux, Léon Charles, dans une nouvelle rencontre avec la presse ce jeudi, a demandé à la population de se révolter contre la montée de l'insécurité. Il a déploré qu'une partie de la société fonctionne et que l'autre soit à l'arrêt forcé. Encore des propos qui font débat dans l'opinion publique. Un numéro 1 de la PNH peut-il s'exprimer en ces termes? Quel est son but? Même si la sécurité relève des attributions de la PNH, est-ce au directeur général d'appeler à un tel acte? Est-ce également un aveu d'impuissance? Autant d'interrogations que se pose plus d'un. Tout cela intervient à un moment où des rumeurs font état de son remplacement à la tête de l'institution policière par Paul Ménard, l'ancien responsable du commissariat de Pétionville. La rumeur est-elle fondée? Rien de confirmé pour l'instant. Mais visiblement, il y a de la friture sur la ligne entre l'exécutif et le directeur général de la PNH. D'un autre côté, à Martissan, la police reste impuissante. Les riverains sont désespérés quand ils ne sont pas tout simplement bloqués chez eux sans ravitaillement et dans la crainte des balles perdues. Au milieu de ces cris de désespoir, qui détient la baguette pouvant soulager la population de Martissan? Nul ne sait. En pleine crise sanitaire, ces citoyens sont exposés à tout danger de contamination. Fédération des gangs, troubles sociopolitiques, insécurité, coronavirus, l'historien Michel Soukar paraît prophétique dans ses déclarations. Si on est arrivé là, si la population civile est la cible des groupes armés, c'est à cause du laxisme des autorités. Et comme rappelle l'analyste politique, les groupes armés sont comme des roues qui tournent. Et les situés Lassin et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Aucune mesure particulière de protection contre la propagation du coronavirus n'est encore constatée dans le secteur du transport en commun, alors que les variants se montrent beaucoup plus dangereux que le virus original. Les tap-tap, les autobus sont bondés de passagers, ce qui entraîne le non-respect de la distanciation physique et bon nombre d'entre eux ne portent pas de masque. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Il semble que se protéger contre le coronavirus ne soit plus une préoccupation pour les membres du secteur du transport en commun. Si autrefois, des mesures ont été prises pour éviter la propagation de la maladie, ce n'est plus le cas actuellement dans un contexte où la pandémie paraît on ne peut plus préoccupante. Dans les tap-tap, aucune distance physique n'est respectée et c'est aussi le même constat dans les bus et tant d'autres camions qui assurent les transports. Certains citoyens pensent à se protéger et bien d'autres ne le font pas. Ils sont nombreux, visiblement, à ne pas se soucier des variants qui commencent à se manifester. Joint au téléphone, des syndicalistes de ce secteur n'ont pas souhaité réagir, du moins pas encore. Qu'il s'agisse de Delma, de Pétionville, du centre-ville, entre autres, le tableau demeure le même. Enfants, jeunes, adultes, tous se trouvent dans le même bateau. Les passagers ne revendiquent pas leurs droits et les chauffeurs, de leur côté, semblent se préoccuper uniquement des recettes. Quelqu'un descend, un autre monte, la journée est assurée. La vie suit son cours, les gestes barrières sont inscrits au second plan selon les constats.
Quelques jours après l'introduction de la pandémie dans le pays, le 19 mars 2020, des responsables du secteur du transport en commun avaient adopté des dispositions en vue d'empêcher la propagation du coronavirus. Alors que des variants sont présents sur le sol haïtien et que l'état d'urgence sanitaire a été déclaré par le gouvernement, aucune mesure n'est prise. Est-ce qu'ils envisagent d'adopter de nouvelles dispositions? Nul ne sait, mais l'avenir est en jeu. En attendant, la liste des victimes avec des personnes qui ne sont pas des moindres continue de s'allonger. Et ce n'est un secret pour quiconque, une sorte de démotivation est constatée, que ce soit du côté des citoyens et celui des autorités étatiques. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle l'interdiction formelle faite aux directeurs d'école d'organiser des cérémonies de graduation ou toute autre activité similaire de grands rassemblements de foule dans leur établissement ou en dehors. Un rappel qui intervient après que plusieurs parents ou agents éducatifs ont alerté les autorités concernant des activités similaires qui seraient en cours de planification par des responsables d'établissements scolaires pour cette fin d'année académique. Cette décision, mise en application sur consigne des autorités sanitaires et scientifiques, est provisoire compte tenu de nombreux cas de Covid-19 recensés à travers le pays. Elle vise essentiellement à protéger les élèves, le personnel de ces établissements et les parents. Tout contrevenant s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de l'autorisation, de l'accréditation ou de la licence de fonctionnement de l'école. Ce dimanche 13 juin sera la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. En prélude à cette date, Douvanjou Web Media a organisé ce vendredi une activité qui se déroulait sur le thème « Anoubay albinos sur Valais ou mérité ». L'objectif était d'évoquer les discriminations que subissent les albinos et par la même occasion leur montrer combien ils sont importants dans la société car ils peuvent relever tous les défis. Ils sont artistes, avocats, infirmières ou encore commerçants, mais ils vivent avec une maladie génétique appelée l'albinisme. Certes, ce sont des albinos, mais l'agence de presse Douvanjou Web Media a voulu braquer ses projecteurs sur ces personnes à part entière en prélude à la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce 13 juin. Personnellement, moi, plein amis albinos, donc moi vive discrimination, yo même yo vive, moi qu'on là les a subi discrimination et que moi participer tout dans plusieurs activités pour albinos. Donc ça t'a touché pour moi organiser une activité tout pour montrer engagement envers albinos. Les albinos sont souvent remarqués dans les rues. Ils ont la peau blanche et les cheveux blancs, mais ce sont des personnes très fragiles sur le plan médical, selon le docteur Michel Litania-Pierre. Au fait, qu'est-ce qui caractérise l'albinisme? Albinisme, c'est une maladie génétique héréditaire qui caractérise par le fait que les gens qui gagnent là pas qu'à produire mélanine. Nous connaissons que mélanine sont pigments qui n'ont pour nous, c'est lui qui baille cheveux nous couleur noire, c'est lui qui baille peau nous couleur noire, c'est lui qui baille plumes yeux nous couleur, c'est lui qui baille toute plume dans corps nous couleur. Donc les gens qui gagnent albinisme, ils ont une mutation génétique qui cause que yo même yo pas qu'à produire assez de pigments dans corps. Les albinos sont nés avec des complications visuelles qui les empêchent de voir très loin. De plus, ces défauts d'accommodation leur donnent une vision floue des choses. Qui pis est, ils ne peuvent pas être exposés au soleil, d'où la nécessité de les protéger, recommande la spécialiste en maladies de la peau. Un mono albinos par exemple qui monte en camionnette, pas de place en dedans, nous t'a supposé balle opportunité pour l'entrer en dedans pour pas prendre soleil là parce que nous-mêmes nous gagnons nous ca protéger nous mais lui-même s'il prend soleil là il a un cancer de la peau par la suite. Le albinos sont sorti dans soleil, il pas de lunettes solaire par exemple, il facile qu'a gain cataracte parce que soleil là agit sous yeux. Élèves qui l'école yo qui albinos
Moun qui a fait cours yo professeur nous supposé protéger, ou pas quitter au chita derrière parce que ou pas ouais bien. Les albinos, de leur côté, doivent aussi prendre des précautions en sortant dans les rues. En général, ils font face à des discriminations de toutes sortes, mais certains d'entre eux interrogés disent savoir faire preuve de dépassement. Longtemps, ça a été un bon problème, mais qu'on y a non. Premièrement, je fais recherche pour me connaître qui est, comment je fais couler ça d'abord. Après ça, là, moi-même, je viens apprendre à tête moi, je viens apprendre à remettre tête moi, et après c'est ça mieux. Peut-être comme si on dans un programme, on a déplacé. Là, le camp de l'autre côté. Il n'y a pas comme qu'on commence à acheter le lâcher, les tout camp de l'autre côté. Il y a mon tout comme si qu'on a dit on bon blanc yo a occupé mon cap 10 cap date yo qu'on a encouragé me venir comme si tout prend courage là. Ça qui est important pour moi, c'est toujours être belle, toujours être moun moyen. Prendre soin pomme, c'est ça qui est important pour moi parce que me bail pomme première place dans la vie. C'est là pas bail tête ou valeur comme si a dévalorisé. De nombreux efforts ont été constatés en ce qui a trait à la place accordée aux albinos dans la société, mais beaucoup reste encore à faire selon les initiateurs de cette activité qui se déroulait sous le thème « En nous bail albinos yo valait, yo mérité ». Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.